Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le studio Vous Sport pour un spécial PL Club, spécial première partie de saison parce que c'est déjà l'interruption dans un championnat d'Angleterre, dans une première ligue qui était pourtant passionnante. Bonjour Bruno. Salut. Bonjour Jean-François. On est également avec Christian, évidemment, pour cette spéciale. On a joué déjà 15 matchs, 14 pour certaines équipes. On doit déjà s'arrêter avec cet événement qui vient en plein milieu de la saison, un petit peu comme une goutte d'eau en plein désert. C'est déjà très très rare en Angleterre qu'on ne soit pas à jour au niveau des journées de compétition. Coupe du Monde en hiver, regardez, j'ai pris la disposition. Ça, c'est pour la climatisation. Absolument. Ça. Ok. Jean-François, 134 joueurs de Première Ligue vont partir vers le désert de la Coupe du Qatar du Monde. Eh ben, ils ont bien de la chance. Non, mais je ne sais pas, c'est particulier. C'est vrai. C'est une Coupe du Monde tout à fait étonnante. Moi, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. D'ailleurs, dans les rendez-vous qu'on a fixés, ou qu'on fixera d'ailleurs, on peut se rendre compte que je ne sais pas comment vont faire ceux qui vont participer à la finale. Ils vont jouer 2 jours après. Il y a déjà la Coupe de la Ligue, 2 jours après. Et le 26, c'est déjà le retour de la Première Ligue. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de supporters pakistanais par pays. Donc c'est quand même déjà formidable. Là, au moins, il y a du boulot. Hein. Il y a des offres d'emploi pour devenir supporter. C'est particulier. Après, je ne vais pas non plus... je vais pas vous mentir. Moi, je regarderai la Coupe du Monde parce qu'il y a des matchs qui vont... Voilà, il y a des matchs qui m'intéresseront, d'autres qui m'intéresseront moins. Mais ce qui sera intéressant de voir, c'est l'impact que ça aura sur la deuxième partie de saison. Parce que voilà, c'est une grande première et on vivra ça. Je donne quand même rendez-vous déjà pour le Boxing Day parce que celui-là, par contre, il aura bien lieu. Et ce sera sur Vous Sport World. Exactement. Impact, je pense que c'est le mot. 16 joueurs de Manchester City, 14 de United, 12 à Chelsea. C'est les clubs les plus impactés en tout cas. Quelques Belges. Par cette Coupe du Monde, quelques Belges aussi évidemment. Et puis, la saison a été interrompue, mais il y a un joueur qui a sans doute interrompu sa carrière dans un club, c'est Cristiano Ronaldo à Manchester United, avec cette interview assez surréaliste, où il tire au lance-flamme sur son club, sur son entraîneur, sur un peu tout le monde. Et aujourd'hui, pour emballer le tout, parce qu'il faut toujours un bel emballage, c'est j'ai failli signer à Manchester City. Je crois que c'est réglé. C'est vraiment définitivement réglé. Vous savez quoi? Je pense que c'est son ego qui parle. Ah oui, c'est son ego qui joue, c'est son ego qui parle, c'est son ego qui fait tout. Il a été meurtri par la situation, il est encore plus meurtri par le fait que les supporters ne se mettent pas nécessairement derrière lui, de son côté. Bon, maintenant, il y a des éléments qui sont quand même intéressants dans ce qu'il dit. Quand j'entends, par exemple, qu'il arrive à Manchester et que pour lui, en tout cas, rien n'a changé dans le quotidien, c'est-à-dire même dans l'infrastructure, le club n'a pas évolué. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en considération et écouter. Le reste, c'est plus lui qui se justifie par rapport à lui-même. Mais on verra, et notamment dans l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, que finalement, ce n'est pas si mal, et que ce qu'il a manqué, c'est peut-être un Ronaldo qui la ferme et qui joue, et qui marque. Effectivement. On va en parler de Manchester United, on va parler évidemment de pas mal de clubs dans ce bilan, mais on va commencer avec le bilan général de ces 15 premières journées. Normalement, on aurait dû en jouer 16, mais vous le savez, avec le décès royal, il y a eu une journée qui a été annulée. Et là, on rejoint évidemment Christian pour nous parler un petit peu de ces chiffres. Avec tous ces matchs joués, les buts marqués, les victoires à domicile, on a fait un bilan hebdomadaire. Là, on peut vraiment faire un bilan général de cette première partie de saison, Christian. Oui, presque 150 matchs, 419 buts, donc c'est pratiquement 3 buts par match. Avec en tête des classements des buteurs, il y a Haaland avec 18 et De Bruyne qui est avec 9. Ils ont réussi des performances exceptionnelles depuis le début de la saison. Et puis voilà, en termes de victoires à domicile, on est à pratiquement 50%. Et puis après, on se partage le reste entre les victoires en déplacement et les partages. Il y a très peu de partages quand même, c'est très étonnant. Mais voilà, peut-être que, justement, comme disait Jean-François, peut-être qu'il va y avoir un impact après, dans cette deuxième partie, peut-être que ces chiffres vont changer. On observera tout ça avec beaucoup d'attention. 3 buts par match? C'est pas mal. Presque 3 buts par match, c'est une bonne moyenne. C'est assez impressionnant. Après, on a eu quelques cartons. Oui. Il y a quelques cartons. On a eu des sacrés raclés. Un 9-0, évidemment. Il y a des résultats qui sont parfois troublants, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Comment est-ce qu'on peut perdre 9-0? On l'a encaissé en 9 fois. Je vous dirais. Oui, d'accord. Enfin, on a une petite idée, mais on va peut-être pas la donner ici. Non. Enfin voilà. Bon, bref, on peut faire l'analyse sans doute équipe par équipe aussi, mais on peut de façon générale déjà dire que la bonne surprise, ça reste Arsenal, je trouve, cette saison, et la grosse déception, ça reste le dernier Wolverhampton, parce que ça fait
je me souviens aussi loin qu'on se remonte dans les émissions qu'on a déjà fait avec Christian, il nous a toujours mis en garde. Il nous a dit attention, quand cette solidité défensive va être mise à mal, cette équipe va exploser. Voilà. C'est le cas pour le moment. Pour compléter, je voudrais dire une très très jolie surprise Newcastle. Oui, j'ai oublié aussi. Et une désillusion quand même Chelsea. On en est déjà au top flop. Ouais. Mais on va un peu développer quand même. Et on va commencer avec Christian, avec cette équipe d'Arsenal. Leader, 37 points, 5 points d'avance sur le deuxième, qui est Manchester City. 33 buts marqués, 11 buts encaissés. C'est tout simplement le meilleur départ de l'histoire d'Arsenal en Première Ligue. Ils font encore mieux que les Invincibles de 2003-2004, Christian. C'est très impressionnant ce qu'on a vu cette saison. Je pense qu'ils ont eu raison d'avoir de la patience avec Arteta parce qu'il a quand même été souvent critiqué et on l'a souvent mis dehors pendant toutes ces saisons où ça n'allait pas. Mais là, il faut quand même reconnaître que dans l'aspect offensif, c'était vraiment une très bonne surprise et on le voit clairement sur l'infographie. 21 buts sur le jeu dominant placé, 4 sur le jeu dominant rapide, ça fait 25 buts en jeu dominant. Alors les autres domaines sont pas énormes, quoique la phase arrêtée, c'est quand même pas mal avec 5, mais le jeu direct il n'y a pas et provoquer les pénaltys il n'y a pas beaucoup et donc je réitère ce que j'ai dit plus tôt dans la saison, il faudra voir comment ça se passe dans cette deuxième partie lorsqu'ils ne pourront pas s'imposer dans le camp d'adversaire. Pour le moment ils le font très 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 bien puisqu'ils sont les meilleurs, mais il faudra quand même améliorer un tout petit peu les reconversions rapides parce que dans les matchs importants, c'est vraiment quelque chose qui déterminera s'ils sont capables aussi de subir de temps en temps le jeu ou est-ce qu'ils doivent tout le temps s'imposer comme on le voit maintenant sur cette phase où il faut jouer dans le petit rectangle, dans le grand rectangle de l'adversaire, faire des combinaisons de passes et marquer un but somptueux. Là, ça c'est la deuxième partie de saison qui nous le dira. En tout cas, le modèle est fort et puissant. On l'a vu sur ce but, les buts marqués sur du jeu posé, du jeu dominant posé. Là, vraiment, Arsenal a excellé cette saison. Oui, ils ont excellé, mais j'entends surtout Christian qui dit dans les matchs clés, dans les matchs au sommet, ils n'ont pas joué contre City encore. Non. Le match avait été postposé, ils n'ont pas joué contre City. Et Newcastle, je dirais aussi, parmi les premiers. Oui, bon, ils s'imposent contre Liverpool, mais l'équipe de Liverpool qui était à ce moment-là plus en difficulté, etc. Je pense que le deuxième tour pour eux sera, à mon avis, plus compliqué que le premier. Enfin, quand je dis deuxième, c'est la post-Coupe du Monde, ce sera. On n'est pas encore à la moitié. Hein. Non, on n'est pas encore aux 18 matchs. Je rectifie voilà. Il va aussi peut-être s'installer dans les têtes à un moment donné le stress du titre, dernier titre 2004. Hein, donc oui. Voilà, vice-champion 2015, certes, mais enfin bon, voilà. Et puis je voudrais juste rappeler quelque chose parce que évidemment qu'ils ont raison de faire confiance à Arteta parce qu'aujourd'hui quelque part on a toutes les données pour dire qu'ils ont raison de le faire. Maintenant, je trouve que c'est plutôt très symbolique du fait qu'un entraîneur, quelle que soit sa qualité, si la matière première et la matière mise à sa disposition n'est pas suffisante, à un moment donné, aussi bon soit-il, il y a un problème et ça coince. Je dirais que le facteur X de cette équipe cette saison, c'est Gabriel Jesus, qui pour moi change radicalement la donne. Même s'il ne marque pas, 11 matchs sans marquer. Oui, mais sur le dernier match, c'est pas lui qui fait l'assist, mais c'est lui qui débloque sur une passe. Absolument. C'est celui qui débloque les situations. Oui, il a marqué que 5 buts. Martinelli, 5 buts. Ödegaard, 6 buts. Et même Xhaka marque maintenant, même les milieux de terrain, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Les milieux de terrain. C'est une équipe difficile à saisir, mais pour avoir vu leur dernier match, vraiment, il débloque des situations, Gabriel Jesus. Et ça, c'est capital. Voilà. Mais on va se retrouver avec ces chiffres qu'on vient de voir maintenant, les attaques directes. Il faudra trouver une alternative à un moment. Il faudra trouver une alternative parce que dans des matchs clés, dans des matchs au sommet. Maintenant, saluons quand même leur performance. Ils ont 5 points d'avance aujourd'hui. Ils le doivent aussi. C'est quand même une défaite en 14 matchs. Voilà, mais ils le doivent aussi à la mésaventure de City lors de cette dernière journée de championnat. Donc voilà, mais c'est intéressant. Je regarde la dynamique des 3 derniers matchs. C'est 8 buts marqués, 0 but encaissé, c'est 3 victoires. C'est formidable ce qui se passe. Attention, et l'équipe la plus jeune en plus. Oui, la Coupe du Monde vient couper un peu cet enthousiasme. Oui. Il y a quand même Jesus, Martinelli qui sont dans la sélection brésilienne. 10 joueurs en tout, 10 joueurs d'Arsenal. Voilà, mais enfin, ces deux-là, parce que c'est 2 joueurs importants et qui seront peut-être des joueurs à aller jusqu'à la finale, puisque le Brésil est un des grands favoris de cette compétition. Voilà, donc on va voir comment tout ça va redémarrer après. Je leur laisse beaucoup de crédit parce que franchement, c'est chouette de les voir à cette place-là. Mais un élément aussi, c'est l'équipe où il n'y a pas eu beaucoup de blessés comparé aux autres. Non. Donc ils ont. Personnellement, je trouve que 5 points, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est un sacré avantage. Après 14 matchs, c'est pas mal. Ça vous permet, parce que c'est une équipe difficile à battre. Mais il y a 2 confrontations contre City à jouer.
Ok, on verra. City doit encore. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est super. Mais sur la défaite de City, ils avaient les idées ailleurs. On a bien vu. 60% des joueurs étaient déjà. Justement, Manchester City, deuxième donc, avec 32 points, 40 buts marqués, c'est la meilleure attaque, 14 buts encaissés. Voilà, il y a cet accro sur la dernière journée, défaite à domicile face à Brentford. Des joueurs pas prêts à mettre de l'influx dans cette rencontre. Ils auraient pu encaisser 3-4 buts de plus. Ederson a fait un gros match. Voilà, je crois que c'est vraiment... On a laissé glisser quelque chose là. Ouais, mentalement, je posais la question en disant, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un signe de fébrilité ? Parce que je trouve quand même que cette équipe, tout le monde sait très bien qu'en Ligue des Champions, il y a toujours eu ce problème des transitions adverses. Blocage. Et ce blocage, à un moment donné, a géré parfois justement des situations comme ils ont eu face justement à Brentford. Alors ici, oui, au niveau de la concentration, évidemment, ils auraient dû passer largement au-dessus de cet adversaire. Mais il y a quand même ce petit fait troublant que l'équipe est en difficulté. Enfin, Tony les a mis en boîte. Les a mis en boîte, trop facilement, beaucoup trop facilement. Là aussi, les reconversions rapides les ont mis en boîte. Maintenant, je ne comprends toujours pas, après autant d'années, ce que fait Stones dans une équipe de ce niveau-là. Qui en plus joue plutôt sur les côtés pour pallier un petit peu, je crois qu'il était à droite, pour pallier l'absence de Walker. Je crois qu'il vient compléter un mouvement défensif, mais pas bon. Bon, il y a un facteur X en tout cas, Christian, du côté de Manchester City. C'est évidemment Erling Haaland qui a débarqué du Borussia Dortmund et qui a mis tout le monde d'accord très rapidement. Vous l'avez montré, 18 buts marqués. Et pourtant, on a l'impression que le plan de jeu de Guardiola, qui est quand même là depuis 6 ans, n'a pas vraiment changé. Il a quand même un tout petit peu changé parce qu'il y avait cette volonté un peu comme le fait maintenant Arsenal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buteurs, que ça vient de deuxième ligne et que c'est pas nécessairement le 9 qui est la partie principale de cette équipe. Aujourd'hui, ça l'est avec Haaland et pourtant, ils sont un peu moins bien au classement malgré que le processus offensif est à son paroxysme. C'est magnifique, c'est 93% de buts qui sont marqués sur plan de jeu. On l'a vu la semaine passée avec Arsenal, ils ont marqué 11 buts sur circonstances favorables. Eux ici, ils ne sont qu'à 7%. C'est vraiment très peu. Je crois qu'il n'y a qu'un but sur circonstances favorables et 2 buts sur erreur provoquée. Tout le reste, ce n'est que du plan de jeu. Il n'y a pas un demi-accro dans la progression offensive. Or, même malgré tout en termes de points, ils sont derrière une équipe qui a un peu plus de circonstances favorables. Mais c'est quand même beau et c'est quand même admirable de voir une certaine progression et il y a une fluidité. Sauf que maintenant, aujourd'hui, on a un peu moins besoin de Gundogan pour marquer, on a juste besoin de beaucoup de Haaland, beaucoup de Foden et puis le reste, ils sont à la traîne derrière. Donc on va voir maintenant, il y a une évolution dans ce processus offensif qui fonctionne bien, où tout est basé sur pratiquement, en tout cas 18 fois sur un joueur important. Qu'est-ce qui se passe si ce joueur faiblit ? Et donc, ça va être tout l'enjeu de ce deuxième tour, à mon avis, entre ces deux équipes. Mais la question que je me pose, c'est justement par rapport à ce que Christian dit, 18 buts, c'est un joueur qui prend beaucoup de place. Il le dit lui-même, Gundogan marque moins, De Bruyne est redevenu un passeur et non plus un buteur. Il avait été très buteur la saison dernière. Foden émerge aussi, 7 buts, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, s'ils doivent s'en passer, oui, probablement qu'ils reviendront alors avec... Je trouve quand même que dans l'animation cette saison, alors qu'il nous avait habitués justement à jouer sans neuf et d'avoir beaucoup d'infiltration de la deuxième ligne, et le symbole de ça c'est Gundogan, je trouve, et c'est vrai qu'il en a moins besoin pour le moment. Donc, mais moi ce qui m'interpelle sur cette équipe, c'est de dire qu'il y a un joueur qui focalise autant l'attention, et on en revient toujours à la même chose. Oui, Guardiola c'est top, oui il a été champion d'Angleterre. Il a des moyens, rappelons-le, illimités. Il transfère qui il veut, quand il veut. Et quand un joueur ne preste pas, on enlève, on en prend un autre à 35 ou 40 millions. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, la situation qui est la leur en championnat, la défaite face à Brentford est un accro. Mais plus qu'un accro. Plus qu'un accro. Moi, je trouve que c'est une faute de la part d'une équipe comme ça. Il n'est plus perdu à domicile depuis février. Voilà. Mais ils ont été champions sans Haaland. Ils pourraient l'être cette saison sans lui. Ils ne pourront pas être champions sans De Bruyne. C'est vrai. Là, De Bruyne n'a pas joué. Il n'a pas été au contact. D'ailleurs, sur un des buts qu'ils encaissent, il ne met pas le pied.
Il voulait absolument ne pas se blesser, et on peut le comprendre. Et donc, il était à 50% de son potentiel. C'est vrai que dans le dernier match de Ligue des Champions, c'est là qu'il se blesse, le dernier match avant d'aller à... Oui. S'il arrive quelque chose à De Bruyne, je pense que là, l'écart va devenir difficile à combler. Haaland, ils trouveront. Oui, parce qu'il le faisait déjà avant. De Bruyne, irremplaçable. Troisième et belle surprise de ce championnat, juste derrière Manchester City, c'est Newcastle. 30 points, 29 buts marqués, 11 buts encaissés. C'est la meilleure défense avec Arsenal. On n'attendait pas un Newcastle aussi haut dans le classement, aussitôt en tout cas dans l'évolution. Ça fait un peu plus d'1 an que les Saoudiens sont arrivés. Il y a eu pas mal de transferts, l'arrivée de Eddie Howe, mais là ça va beaucoup plus vite que prévu. Et d'ailleurs, les propriétaires ne veulent pas mettre en objectif cette saison la Ligue des Champions. Pour eux, le top 10 est suffisant, donc ça ne va pas être une obsession d'aller en Ligue des Champions déjà cette saison. Bien sûr, mais c'est un peu pour calmer tout le monde. Vous investissez beaucoup d'argent, vous voulez du rendement. Vous avez vu le pressing qu'ils font sur la moitié de terrain adverse, ces joueurs-là? Mais ça, c'est une mâchoire. Hein. On retrouve Liverpool d'il y a 2 ans. Hein. C'est absolument incroyable. Liverpool, qui est la seule équipe à les avoir battus cette saison. Oui, une défaite seulement. Donc une défaite, ça dit beaucoup. 6 partages aussi. Et je trouve ça, c'était en début de saison. Là, ils sont sur 5 victoires consécutives. C'est vrai, mais quand on regarde... après, ça veut dire aussi que l'équipe est en progression, mais quand on regarde les partages, c'est aussi bien contre des équipes fortes que contre des équipes plus faibles. Donc, c'est une équipe dont les points forts aujourd'hui, je rejoins totalement Bruno, sont... Le point fort, c'est l'intensité, la dynamique que cette équipe met en place. Et quand on regarde les noms qui composent cette équipe, alors Guimarães est peut-être une exception parce qu'ils ont été le chercher, mais le reste, très honnêtement, vous prenez un amateur de foot lambda qui aime Moi, je dirais surtout au niveau défensif. Il va pas vous citer Fabien Cher, on a un Trippier quand même qui est un peu plus connu, mais Burn, l'arrivée de Burn dans cette équipe et le niveau auquel il peut prester. Joelinton, Murphy, Wilson, Wood, Almiron, c'est pas les plus claquants. Burn avant, il faisait peur. Hein. Aujourd'hui, regardez quel défenseur c'est devenu. Et la puissance. Bon, en tout cas, parmi les qualités de cette équipe, Christian, vous avez voulu insister sur cette capacité à marquer sur des tirs hors rectangle, ce qui reste quand même toujours une solution dans des matchs fermés. Comme ancien défenseur, j'ai beaucoup d'admiration pour les entraîneurs qui mettent évidemment une mise en place défensive exceptionnelle, et c'est le cas actuellement. C'est, à mon avis, je pense, la grande question et la grande chose à observer par la suite, c'est qu'on est nouveau dans ce schéma. Donc, c'est un entraîneur qui vient de Bournemouth, qui a dû se battre tout le temps pour éviter la relégation, donc qui a dû mettre un système défensif en place. Et donc, les options offensives, pour le moment, et on le voit bien, ce sont la reconversion rapide et la phase arrêtée. Il y a encore très peu dans le jeu posé, dans ce que Jean-François expliquait. J'attends de voir le moment où on va passer à s'imposer dans le camp de l'adversaire. Et donc, pour le moment, je trouve que tout est très relatif en termes d'exploit offensif. Parce qu'avoir 9 buts marqués sur tir hors rectangle, c'est un signe. C'est un signe qu'on ne sait pas s'imposer dans le grand rectangle, on ne sait pas arriver jusqu'au bout, jusque dans ces 16 derniers mètres. Par contre, on a cette qualité exceptionnelle de marquer hors du rectangle, et ils sont très forts, et ils profitent de ça. Mais le jour où, évidemment, je suppose que les gens connaissent ces données, on va empêcher les tirs de loin, il va falloir rentrer dans ce rectangle. Alors aujourd'hui, ils parviennent à tenir le 0, et ils l'ont encore fait contre Chelsea lors du dernier match, mais ils gagnent encore avec aussi un tir hors rectangle. Mais quelle est l'étape suivante? Comment est-ce qu'on peut progresser dans cette étape? Et comme vous l'évoquez vraiment tous les trois, c'est au niveau des joueurs, au niveau de la qualité, au niveau de joueurs qui peuvent faire la différence individuelle. Il n'y en a pas énormément, et donc tout fonctionne pour le moment à merveille offensivement, mais je pense c'est une observation, je pense que c'est légèrement surcoté offensivement pour le moment, mais exceptionnel défensivement. Il y a un joueur qui n'est pas surcoté, c'est Miguel Almiron. 8 buts, lui il est capable de s'infiltrer et d'aller jusqu'au bout. Aussi dans le 6 au mois d'octobre. Peut-être juste rajouter un truc sur ces frappes au rectangle, c'est assez étonnant parce que je pense que c'est un fait assez unique, Christian pourra peut-être le confirmer ou pas, un fait assez unique dans le football d'aujourd'hui, puisque la tendance est plutôt à dire aux joueurs, vous savez, les expected goals sur les frappes au rectangle ne sont pas très bons. Alors laissez tomber. Et donc, il y a des entraîneurs qui vont presque jusque-là, oui. C'est pour ça qu'on voit parfois des équipes qui tergiversent, qui ne frappent pas beaucoup au but, etc. Or, quand on a les qualités pour le faire, et surtout quand on a la place pour le faire, ils nous montrent que les expected goals, c'est pas toujours la référence non plus. J'aime bien regarder Callum Wilson aussi.
Oui. 6 buts et 2 assists. C'est un peu à la Gabriel Jesus. Ouais, il remplit bien sa mission aussi. Il n'est pas facile à gérer, celui-là. Oui. Il était à la Coupe du Qatar du Monde en plus. Il a été sélectionné. Christian, est-ce que vous confirmez le fait et l'explication de Jean-François disant que certains entraîneurs ne demandent pas à leurs joueurs de tirer de loin? D'après ce que j'ai entendu, oui, il y a certains entraîneurs qui le font, mais ils ne savent pas malheureusement que ces entraîneurs qui demandent de ne pas le faire, ils sont les meilleurs dans ce domaine-là. Et on a déjà évoqué de qui on parle là, un entraîneur qui entraîne en Angleterre et qui était en Belgique avant. Mais je pense qu'il y a un leurre dans ces explications, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un but marqué aura toujours une probabilité, un pourcentage très réduit. Mais aujourd'hui, par exemple, quand Kevin De Bruyne a le ballon hors rectangle et qu'il est en plein axe et qu'il tire avec un tir enroulé et qu'on lui octroie 8% de chance de marquer, aujourd'hui c'est une information qui est fausse, c'est une information qui est vraie d'un point de vue intelligence artificielle et qui est fait par un tracker, mais d'un point de vue du jeu, c'est tout à fait faux, parce que ça veut dire que si on met Kevin De Bruyne 100 fois dans la même position à 1,50 m hors du rectangle et qui tire un tir enroulé, on estime qu'il va rater 92 fois sur 100. Or, ça, c'est impossible, parce que la qualité de frappe, la qualité technique et la difficulté pour un gardien de pouvoir sauver un ballon comme ça, ce n'est pas des chiffres corrects. Jean-François, le mot de la fin sur Newcastle. Non, mais je voudrais simplement remercier Christian pour son explication. Je trouve que c'est important aujourd'hui dans un contexte où on nous abreuve d'informations qui... Voilà, on a le droit de ne pas être aujourd'hui d'accord avec cette notion d'expected goal. Et de ne pas les utiliser. Et je suis très content qu'il précise, et la raison, pourquoi, et l'exemple qu'il donne est assez compréhensible. On a le droit d'être ni pour ni contre, bien au contraire. On descend dans le classement, on arrive à la 4e place. Tottenham, 29 points, 31 buts marqués, 21 buts encaissés. Une équipe qui est plutôt... Il y a des avions à réaction, il y a des équipes à réaction, parce qu'elle réagit quand elle est menée en général. On l'a vu sur les derniers matchs, et notamment le dernier face à Leeds, mené 3 fois, et il trouve l'énergie d'aller gagner 4-3. Kane est là. Oui. Avec 12 buts, on peut dire qu'il est là. Il a fait le boulot. Minson est un peu moins là que d'habitude. Mais pour le il est reste... blessé sur les derniers matchs. Ouais. Kulusevski également, Richarlison a été absent pendant un moment. Ils sont dans le top 4, mais avec un match de plus que les Red Devils. Ouais, il faut tenir compte aussi de cette équipe. Ça reste Antonio Conte. S'il arrive après cette coupe, ça va être quelle coupe je Coupe parle du Qatar, du monde. S'il arrive après cette coupe à rassembler tout le monde, à remettre tout le monde dans un même niveau très très élevé, technique, physique, mental, et aller chercher les joueurs qu'il réclame depuis un moment, même si avec un arrivé. C'est bien de le rappeler, parce qu'il n'y a pas qu'une Coupe du Monde dans l'histoire. Oui, il veut des défenseurs en janvier, si on a bien compris. Et il y a une période de transfert. Les équipes qu'on va retrouver au 2e tour ne seront plus nécessairement les mêmes que celles qu'on a quittées. Effectivement. C'est important de le rappeler. Qui va faire un grand mondial a de fortes chances de faire un grand transfert aujourd'hui. C'est possible. Oui, tout ça, ce sont des... Il y a un constat, c'est qu'il termine mal. Il termine très mal. 5 derniers matchs, 3 défaites. Oui, enfin, il termine bien contre Leeds. Ça donne quand même une bonne impulsion. Il ne termine pas bien, parce que c'est 3 défaites en 5 matchs, et les 2 victoires, c'est des victoires un peu... ric-rac, compliquées, en encaissant... comme en Ligue des Champions en encaissant 5 buts sur des matchs face à Bournemouth et Leeds. Désolé, pour un entraîneur dont la mise en place défensive est c'est pour ça qu'il veut des défenseurs en janvier. Oui, mais enfin bon, ça fait longtemps qu'il tourne avec Langlais, Sanchez, Romero, Dyer. Moi, je pense que ce qui est faible dans cette équipe, c'est les flancs. Ce qui est faible aussi dans cette équipe, c'est flanc défensif, je parle. Ils ont un excellent... ils ont un entrejeu avec un joueur comme Hubert qui est un... Et Bentancur, c'est une réussite. Et Bentancur, je pense que ce sont des joueurs qui, voilà, à ce poste-là, sont sans doute dans les meilleurs, en tout cas, à leur poste. Après, dans les transferts qu'il a fait, il est obligé aussi de modifier son système chaque fois qu'il veut intégrer quelqu'un. Il n'est plus tout à fait de la même manière. Voilà, je trouve que ça n'a pas été très clair. On va demander à Christian, justement, une équipe à réaction, disait-on, de Tottenham. Et on le voit, quand cette équipe est menée, en tout cas, il y a des pistes, il y a des solutions. J'espère déjà qu'il ne va pas demander à son club s'il peut remettre sa démission comme il a fait l'année passée après la mauvaise passe. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, c'est l'équipe qui marque le plus quand elle est menée.
Alors, ça a un côté négatif. Le côté négatif, c'est de se dire qu'on court toujours après le score. Le côté positif, c'est qu'on peut revenir. Et là, il y a un élément très important à remarquer, on le voit sur l'infographie, c'est l'importance de la phase arrêtée qui est là pour venir en fait combler un déficit au niveau du score. Regardez ces 12 buts marqués quand l'équipe est menée 12 sur 31. Ça veut dire qu'un but sur 3, c'est un but qui sert à rattraper le déficit. Et donc, je ne sais pas si on se rend compte vraiment pour une équipe de ce niveau-là, cette manière-là de tout le temps revenir. Alors, psychologiquement, ils sont probablement bien armés et ils se disent que ce n'est pas grave s'ils encaissent un but. Mais s'il faudra attendre tout le temps la phase arrêtée pour rectifier le problème de départ, ça risque d'être plus problématique dans cette deuxième partie parce que tenir ce rythme-là, c'est un peu aussi un peu du surélevé. Ça, c'est un super but. Hein. Enfin, je veux dire, dans la manière dont il est amené. C'est le but de la victoire face à Leeds le week-end dernier. Mais je voudrais juste peut-être, par rapport à ce que Christian dit, avoir une réaction, ou une question-réaction. Enfin voilà, il est normal de trouver dans le tableau qu'il nous a montré une attaque faible. Attaque rapide, attaque directe, on a vu les chiffres étaient très faibles, c'est normal puisqu'ils sont menés. Donc voilà, c'est bien de rappeler ça, de remettre ça dans le contexte aussi. Et de là où ils ne sont pas assez performants, justement, peut-être, c'est... Enfin, je sais pas, si je regarde un peu cette année, je trouve quand même que Son 3 buts et 2 assists, c'est peu. Quoi, c'est trop peu. Il avait mal débuté, puis ça allait un petit peu mieux, nouvelle période difficile, la blessure, voilà, ça n'a pas été un début de saison de tout repos. Des équipes qui jouent beaucoup plus bas et qui le prive aussi de... Moi, vous avez un joueur que j'aime bien, parce que même quand il démarre une rencontre sur le banc, c'est Kulusevski. Ouais. Et il énormément de puissance, il est jeune. Je serais curieux de voir la progression de ce joueur-là au sommet du football mondial. Hein. Oui, effectivement. 10e défense de Première Ligue, on retiendra ça. Ouais, ce qui n'est pas normal pour Antonio Conte. Non. Avec Eric Dier, logiquement patron de la défense, mais qui reste quand même un joueur décevant. Je parlais de Stones, Dier. Comment l'Angleterre va faire pour gérer l'aspect défensif de son mondial? Grosse question, effectivement. On va déjà essayer de tenter de répondre aux questions concernant la Première Ligue. Et on va encore descendre du classement. On arrive à la 5e place, Manchester United. On est même un petit peu surpris, vu le début de saison où ils avaient perdu notamment leurs 2 premiers matchs. Donc 5e avec 26 points. Voilà, 20 buts marqués, 20 buts encaissés. Ça marque un petit peu l'instabilité de cette équipe. Et on a du mal à avoir vraiment une opinion sur cette équipe de Manchester qui peut parfois être séduisante. À domicile, ils ont battu Liverpool, Arsenal, Tottenham. Il y a le 6-3. C'était 6-3, oui, quand même, du côté de Manchester City. Il y a eu un 4-0 à Brentford. Donc, il y a des hauts et des bas aussi avec Eric Ten Hag. Oui, on peut faire des constats tout simples. 8 victoires en 14 journées pour un club comme United, c'est totalement insuffisant. Mais un club en crise sportive quand même. Oui, mais on regarde que les chiffres là. D'accord. Marquer moins qu'une équipe comme Leeds, c'est totalement insuffisant. D'accord. Et donc, pour le reste, à partir de là, il y a du boulot. Ouais. Et puis il y a la crise Ronaldo qui peut-être en coulisses a beaucoup plus d'impact qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est compliqué. Moi je vais plutôt être dans le positif concernant Ten Hag, c'est de se dire que prendre des décisions aussi fortes que celles qu'il a prises en écartant Maguire, autre sélectionné en équipe d'Angleterre, et la gestion de Cristiano Ronaldo, je ne sais même pas comment il faut gérer un cas pareil, même quand on le voit. Alors, on l'a vu, hein, il était un week-end puni en équipe réserve ou chez les U23, et puis capitaine le week-end d'après. Là, on a eu du mal à comprendre, effectivement. C'est compliqué. Quand on regarde l'effectif en lui-même, la qualité du groupe et de ce qu'il y a des joueurs qui sont décevants. Sancho est un transfert décevant, je trouve. Oui, un transfert à presque 100 millions. Il y a Anthony qui est arrivé à 100 millions. Il y a Casemiro. Il y a quand même eu beaucoup d'argent dépensé. C'est vrai que Rashford tient la barre alors que... Dans l'argent dépensé, ok. Mais enfin, Casemiro, on peut en parler. Je trouve que la gestion... La manière dont il l'amène dans l'équipe, c'est pas voilà, je le prends, je le mets, et puis voilà. Il a laissé sa chance à McTominay aussi. Et malgré tout, ce que lui a pris comme décision, Martinez, Casemiro, Eriksen, sont pas les déceptions. Hein. C'est plutôt l'héritage du passé. Donc moi, j'attends de voir ce qui va se passer avec lui, avec cette équipe, pour le futur. Christian, dans le football d'aujourd'hui, peut-on négliger d'un point de vue offensif la phase arrêtée? Parce qu'apparemment, c'est ce qui se passe du côté de Manchester United. Absolument pas, Serge. À tous les niveaux, que ce soit pour se sauver d'une relégation, pour atteindre un accès-site aux places européennes et surtout pour être champion, surtout pas. Il faut être performant. Et là, on parlait en fait parfois d'un peu de carence individuelle, mais là, il y a vraiment une carence collective, mais aussi une carence de staff.
Parce que si on regarde cette équipe, ils ont marqué un but sur phase arrêtée sans pénalty cette saison. C'est inadmissible. Alors je juge en fait en disant ça et je ne devrais pas faire ça, c'est pas mon rôle, mais ce n'est pas possible à ce niveau-là. Et j'ai été regarder les chiffres de la saison passée. À la même époque, Serge, Manchester United avait 0 but sur phase arrêtée sans pénalty. Donc il y a un vrai problème dans le travail et je ne peux pas croire et comprendre qu'avec des joueurs comme Ronaldo, comme McTominay, comme Maguire, qui sont quand même des joueurs qui ont marqué des buts comme défenseurs avec Varane et compagnie, ce n'est pas possible qu'on ne sait pas mettre au point des combinaisons travaillées pour pouvoir améliorer dans ce domaine. Imaginez-vous 4 ou 5 buts supplémentaires sur phase arrêtée sans pénalty et l'équipe n'est pas à ce rang-là actuellement en Première Ligue. Et on l'a vu, c'est même pas un joueur de United qui marque. Le seul but marqué sur phase arrêtée, c'est McAllister de Brighton contre son camp. Ouais, une réaction. Maintenant, oui, j'ai écouté Christian, je me disais, j'ai un peu la compo en tête du dernier match, je me dis, mais qui saute en fait, qui va aller sauter ils ont un défenseur central, Martinez, c'est quand même pas... Enfin voilà, c'est un joueur hyper agressif, super intéressant, mais Shaw, Malacia, Casemiro n'a jamais été un type extraordinaire au niveau aérien, Fernandez, Eriksson, Elanga, Martial, Rashford... Il y a Varane, mais bon, il est blessé. Oui, mais Varane, je crois on en a parlé ici, même dans l'émission, je crois que l'année passée, au moment où on avait dit 0, je crois que Varane a inscrit un but un peu après, enfin bon... Mais oui, il y a une carence. Mais quand on construit une équipe, on pense quand même aussi avoir des joueurs capables. Qu'est-ce qu'il a fait Guardiola quand il était au Barça avec sa moyenne de taille, c'était 1m70. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais d'abord, il a relancé à partir de l'arrière. Aujourd'hui, le monde entier fait la même chose. Et les corners, il ne les jouait pas direct. Hein. C'était des mini-corners. Et là aussi, on peut travailler le mouvement. Donc, zéro excuse. Il ne faut pas avoir 2 mètres pour marquer des buts sur phase arrêtée. Il y a d'autres moyens. On n'est pas obligé d'avoir 2 mètres, des joueurs de 2 mètres pour marquer sur phase arrêtée. Il y a moyen de le faire autrement. Non, mais le chiffre est implacable. Et surtout quand Christian le met en rapport avec un chiffre de la saison dernière. Donc, clairement, oui, il y a un énorme souci... Ou alors il faut faire comme dans le foot US, vous faites monter une équipe sur les phases arrêtées. Vous savez, les gaillards de 2020. 11 changements. 11 changements sur le corner et ça viendra peut-être parce qu'on est bien parti avec les changements de règles. Encore une remarque, Christian, sur Manchester United avant de passer au reste? Pour les phases arrêtées sans pénalty, il y a 2 options. Ou alors vous avez un super tireur, et généralement c'est un gaucher, et il est capable de déposer le ballon où il veut, et donc les joueurs viennent en pleine course de deuxième zone, et alors à ce moment-là ils sont dangereux, et il y a plein d'équipes qui le font. Ou alors, comme disait Bruno, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de taille, et il n'y a pas de bons tireurs, alors il y a les combinaisons travaillées. Aujourd'hui, si vous regardez bien, et j'invite les téléspectateurs à regarder dans les matchs où les corners sont joués en plusieurs temps, on peut jouer le corner ou la phase arrêtée à T+1, T+2, T+3 pour jouer sur la concentration de l'adversaire. Il y a une solution à ça. On parle souvent des alternatives, mais les alternatives, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas dans le plan A? Eh bien, il faut un plan B, un plan C, et ça, c'est le travail d'un staff. Et il y a beaucoup d'équipes, Brentford, Brighton et compagnie, ils le font, et ils se sauvent chaque année grâce à ça. Oui, mais ils n'ont déjà pas modernisé les vestiaires, Christian. Donc, du côté de Manchester United, depuis que Sir Alex est parti, Ronaldo Lali, il n'y a rien qu'à changer. Voilà, non, enfin, petit clin d'œil. Autre constatation implacable, Christian, c'est le bilan de Chelsea face aux équipes du top de Première Ligue. Alors là, ça c'est inquiétant. Parce que si on ne sait pas... Alors on a toujours dit qu'il fallait gagner contre les équipes du bas et être modéré dans les matchs du top. Mais quand on prend 2 points sur 5 matchs contre les équipes du top, je pense que là... il n'y a pas de raison, il faut pouvoir s'imposer dans certains matchs pour montrer que finalement on doit faire peur à l'adversaire. Ici, regardez le tableau, il n'y a rien à expliquer, quoi. C'est pas bon du tout. Chelsea, 8e, 21 points. Est-ce qu'on peut dire que c'est le flop de cette première partie de saison? Il y a eu beaucoup de changements, évidemment. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau propriétaire qui a fait un peu le ménage, qui a viré Tuchel après quelques journées seulement. Ça reste quand même toujours un licenciement un peu troublant et difficile à comprendre. Pour moi, c'est le flop. Et le problème, c'est que c'est un flop récurrent. C'est qu'on ne trouve pas de buteur. Vous avez Sterling à 3 buts, Havertz à 3 buts. Et au-delà, il y a quoi? Bruno, tous les buteurs qui sont passés, ils les ont dégoûtés les uns après les autres. On fait le constat de cette saison-ci, il n'y a toujours pas de buteur. Après, il faut peut-être aller voir en coulisses pourquoi. Mais il n'y a toujours pas de buteur. Oui. Et c'est une équipe qui ne paraît pas équilibrée.
Christian l'a dit souvent dans l'émission, on a une espèce de cardiogramme plat. Voilà, oui, si vous n'avez pas de buteur, mais que vous vous appelez City et que vous avez Gundogan qui va marquer, que vous avez Foden, que vous avez De Bruyne, ok, mais là, il y a qui prend le relais. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de qualité. Il y a 10 gars qui partent à la Coupe du Monde. Je veux dire, des qualités, ils en ont. Moi, je pense qu'ils ont souffert aussi, parce qu'on minimise peut-être le rôle. Alors, je veux bien qu'à un moment donné, on a failli écarter Kanté. On a des ballons, finalement. Il est blessé. Oui, il est blessé, mais la résultante de ça, c'est que ça ne tourne pas. Il y a un souci. Il y a un souci de déjà au niveau, parfois même, cette équipe, au niveau de la qualité dans la relance, quand les défenseurs sont mis trop sous impact, sous pression. Et il y a, je sais pas, il y a beaucoup de fautes qui sont commises. Il y a ce problème du numéro 9 qui ne se résout pas. C'est noyau pléthorique. On a acheté tellement de joueurs que, à mon avis, il y a tellement de mécontents dans ce vestiaire que ça doit être une... Oui, parce qu'il y a quand même eu 250 millions de livres dépensés durant l'été pour des joueurs comme Cucurella, notamment, pour Wesley Fofana, blessé lui aussi, record battu pour des maigres résultats. Alors Christian, il y a eu le changement d'entraîneur aussi, l'arrivée de Graham Potter. Pour le moment, on ne peut pas dire que la greffe Graham Potter fonctionne auprès de Chelsea. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et puis, mais on va voir, il a réussi à faire des choses très intéressantes avec un club moyen. Donc, il y a probablement un potentiel derrière. Mais moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Depuis l'ère Mourinho et depuis les succès de l'époque, aujourd'hui, qui est capable de nous dire quel est le modèle de jeu offensif de Chelsea ? Sur les 10 dernières années, est-ce qu'on est passé par les flancs? Est-ce qu'on a joué la reconversion rapide? Est-ce qu'on a été fort sur phase arrêtée? Aujourd'hui, moi, personnellement, malgré tout, j'ai fait tous les buts de Chelsea sur les 12 dernières années. Si je dois, sans regarder mes notes, penser et me dire, c'est quoi en fait finalement Chelsea offensivement? J'ai du mal à donner une explication. Alors je ne sais pas, peut-être que vous pouvez m'aider dans ce cas-là, mais je ne sais pas. En fait. On parle d'une équipe qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Moi, si vous me demandez, je dis Pogba. Parce que le niveau qu'il avait atteint... Et Diego Costa un petit peu après aussi. Oui, et puis Eden. Eden, bien sûr. Cette année-là, bien sûr. Il est de deuxième ligne avec une vitalité exceptionnelle. Donc, je vais penser à des joueurs, je ne vais jamais penser au système. Okay. Si vous me dites Mourinho, je pense à un système défensif. Si vous me dites Thomas Tuchel, je pense à un état de crise qu'il va résorber, lui, en mettant un système défensif hyper performant en place. Mais si je dois associer Chelsea à un système offensif, j'ai des noms de buteurs, mais je n'ai pas d'idée de système. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu tellement de managers qui sont passés au fil des saisons depuis 10 ans. Peut-être aussi. Qui n'a jamais une identité propre, qui a eu le temps de germer. Même Tuchel, il est resté 1 an et demi. Oui, c'est extrêmement difficile. Si je me focalise sur ce que j'ai vu avec Tuchel, c'est je ne veux pas de numéro 9. Ou en tout cas, je ne lui donne pas la place qu'un numéro 9 a besoin d'avoir dans un groupe et dans un effectif. À mon avis, il pâtisse pour le coup de l'abondance de biens et de quelque chose qui est... Ça tourne, c'est pas très clair, et c'était une équipe malgré tout qui venait d'un système où, là je parle de Tuchel, l'organisation, la transition, la finition, et puis à un moment donné on veut évoluer vers autre chose, mais ça va pas. Et donc c'est une équipe qui aujourd'hui s'est dilitée un peu avec le temps et qui aurait eu besoin sans doute d'une évolution qui ne s'est pas produite au moment où elle aurait dû se produire, à mon avis, avec le transfert de Romelu. Mais qui ne s'est pas, effectivement passé. Bon, ça ressemble en tout cas à une saison de transition pour Chelsea. On remonte de 2 places au classement parce qu'on a Liverpool. Voilà. On pensait à un moment que ça allait être le flop. Liverpool s'est un petit peu repris sur les derniers matchs, se hisser quand même à la 6e place avec 22 points, 28 marqués, 17 buts encaissés. Mais on se demande quand même, messieurs, si c'est pas la saison de trop pour Jürgen Klopp, parce qu'il y a toujours cette malédiction des 7 ans pour lui. Voilà, ça fait partie du narratif, mais quand on voit quand même les résultats cette saison, on peut se poser la question. Saison de trop, c'est dur à dire pour un mec qui a fait autant de résultats. Peut-être qu'il a pris des positions trop drastiques à une époque où on parlait Covid, où on parlait qui doit se faire vacciner ou pas. Peut-être que là, il a perdu certains joueurs, peut-être. Enfin, ça a quand même été jusqu'au bout de la saison dernière. 3 finales, 2 gagnés, la Ligue des Champions perdue, la 2e place pour 1 point. N'oublions pas que lors de la dernière journée, à un moment donné, ils sont champions, ils ne sont plus... Donc, saison de trop. Si on est vraiment sévère avec lui, on peut dire ça. Maintenant... Si on avait dit à Klopp, votre meilleur buteur avant la Coupe du Monde, ce sera Firmino, 7 buts, je crois qu'il lui-même aurait dit que ce n'est pas possible. Alors Nunez ne joue pas beaucoup, mais il marque quand même 5 buts. Salah, ce n'est pas le grand Salah, mais il marque quand même 6 buts.
ce sera peut-être l'équipe du second tour. Enfin, on l'appelle second tour pour faire un grand raccourci parce qu'on n'est pas à la moitié, c'est vrai. Donc, on a quand même remarqué que défensivement, il y avait des points faibles. On n'a pas vu le grand Van Dijk, on n'a pas vu Trent Alexander-Arnold, oui, offensivement, mais non défensivement. Et donc, il y a des failles importantes quand même. Et ils ont été giflés dans chacune de leurs failles. Oui. Ils n'ont pas beaucoup de chance, mais ils ont été giflés dans chacune de leurs failles. Gomez fait une erreur, c'est le goal. Trent Alexander-Arnold fait une erreur, c'est le goal. Même chose pour Van Dijk. Même chose pour Van Dijk. Ouais. Et donc, ça, si vous n'avez pas cette petite réussite, mais ça revient à ce que nous expliquait aussi il n'y a pas très longtemps Christian, avec ce facteur chance, réussite, ce nombre de buts marqués aussi par un facteur de circonstances favorables. Mais oui, et si vous ne les avez pas derrière, vous encaissez plus, vous marquez un peu moins, et vous êtes dans les problèmes. Ouais, et on prend moins de points. Alors, les problèmes défensifs, Christian, on le voit notamment dans cette manière dont Liverpool encaisse très régulièrement le premier but d'une rencontre et donc doit après évidemment courir derrière le score. Oui, mais avant de commenter l'infographie qui est très intéressante, il ne faut pas oublier quand même, Serge, vous disiez qu'ils ont quand même gagné des différentes coupes, mais ça a toujours été 0-0, ça a toujours été au penalty. Ils ont quand même une année 2022, en tout cas la première partie, où ils ont pratiquement fait, je ne vais pas dire 100% des points, mais ils sont revenus de très loin et donc tout est passé vraiment très, très juste pour cette Ligue des Champions. Et il y a maintenant, depuis le début de la saison, on a vu ce nombre incroyable de buts encaissés sur face-à-face. Alors qu'ils sont dominants, alors ils prennent des reconversions rapides, ils prennent 6 face-à-face, c'est la plus mauvaise dans ce domaine, et ils sont aussi, à l'instar de Tottenham, toujours à courir derrière le score. Et donc on le voit ici, c'est le même tableau qu'avec Tottenham, modèle des buts marqués quand l'équipe est menée. C'est pas 12 comme Tottenham, c'est 10, mais c'est 10 sur 28. Et là, il y a un truc qui est encourageant, c'est qu'eux, ils n'ont pas besoin de la phase arrêtée pour pouvoir se remettre dans le bain. Ils utilisent le jeu dominant placé. Donc malgré qu'ils soient à courir derrière le score, ils parviennent malgré tout à continuer à s'imposer dans le camp de l'adversaire et à être efficaces dans ce domaine. Mais évidemment, à l'instar de Tottenham, comme je le disais, ce ne sont pas des scénarios, ce ne sont pas des situations les plus favorables. Et donc, il faut rectifier ça pour de nouveau s'imposer, pour de nouveau prendre l'avantage et pour pouvoir dominer cette équipe. Parce que quand on domine, ça fait du bien. Quand on court derrière le score, c'est stressant dans le temps. On est curieux de voir évidemment la suite pour Liverpool parce que, on l'a dit, la saison dernière, ils étaient à 14 points à un moment de Manchester City au mois de janvier et ils ont échoué que d'une petite unité. C'est pas fini avec eux. Il ne faut pas enterrer les Reds. Non, parce que raison 1, les blessés. Commence la saison avec pas mal de blessés. Donc ça veut dire aussi quand les gars reviennent, le symbole de ça c'est Thiago, il n'est pas tout de suite performant. 2, le rôle des latéraux. On a tellement souvent mis ce rôle-là en évidence. Et là, voilà. Et puis les petits malins, les adversaires commencent à bien exploiter aussi. Et malgré tout, la variation offensive, donc associée à la fois les blessés au fait de devoir remplacer Mané. Et ça, voilà, ça a créé quelques petits soucis. Quelques déséquilibres. Je pense que ça va se régler et je ne pense pas, pour répondre à la question, que ce soit une fin de cycle. De toute façon, quand on parle de Liverpool, on va où? À Anfield. Oui. Et on va dans le top 4 de toute façon. Mais comment il y a de la place, hein, comment ils vont faire pour aller dans le top 4? Oui, parce qu'on vient de faire le point, on a fait la situation. Il y a le Big Six, un Big Seven maintenant avec Newcastle qui s'est installé même sur le podium. Donc ça va être une belle bataille et ça va être passionnant dès la reprise le 26 décembre. On va encore quand même dire quelques mots sur les équipes qui sont dans la deuxième moitié du tableau. Il y a un club qui nous intéresse bien sûr, c'est Leicester parce qu'il y a plusieurs joueurs belges. Leicester qui avait très mal débuté la saison. Là, ils sont pour le moment 13e avec 17 points, mais ils ont été lanterne rouge pendant presque 10 journées avant de commencer à prendre des points. La 4 victoires en 5 matchs, notamment grâce aux Belges, notamment à Tielemans. Et Christian, vous avez remarqué que c'est quand même le numéro 1 sur, on va dire, un compartiment, un modèle de jeu très important, c'est la reconversion rapide. Et vous le dites à chaque fois, il faut être performant sur les phases arrêtées et notamment sur les contre-attaques reconversion rapide quand on veut se sauver. Plusieurs observations. 1, l'arrivée de Wout-Faes qui a un peu stabilisé cette défense et donc ça a fait du bien. 2, ils ont gagné des matchs importants contre des adversaires directs et ça c'est vraiment très bien, mais maintenant il faut voir comment est-ce qu'ils vont se comporter contre des équipes qui sont plus fortes cette saison. Et 3, quand ça va pas, comme vous le dites Serge, il faut être performant sur phase arrêtée parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler au quotidien et les reconversions rapides. Et là, avec Newcastle, ils sont les meilleurs dans ce domaine et ils ont marqué dans 7 matchs différents des reconversions rapides. Donc ça prouve que c'est vraiment quelque chose de récurrent et en plus de ça, on ajoute 4 sur jeu dominant rapide.
plus Tielemans qui commence à marquer de nouveau hors rectangle avec cette qualité, et on met ça tout ensemble et on voit que cette équipe va mieux, prend un peu de couleur, et ça sera probablement la bonne surprise de la deuxième partie, s'ils parviennent aussi à s'imposer ou faire des résultats contre des équipes qui sont un peu plus haut que les adversaires qu'ils ont rencontrés dernièrement. Moi, je suis content. Ça fait un moment que je parle à Christian de votre phase, donc on en a déjà discuté tous les deux. Je suis content de son arrivée en Première Ligue. Je suis content qu'il montre que les choses se passent bien. Et puis, je suis content aussi de retrouver 4 Belges performants, dont 3 se déplaceront à la Coupe du Monde. Oui, et puis pour faire un deuxième programme, une deuxième partie de championnat exceptionnel, il va falloir un grand Maddison qui reste sur ses bases. 7 buts et 4 assists pour Maddison. Enfin, je veux dire, s'il y en a bien qui mérite d'aller au Qatar, c'est lui. Hein. Il y est. Ouais, bravo pour les transitions, reconversions comme ça. Le football, c'est simple, c'est pas, et on le voit, toute la simplicité de cette action. C'est simple, mais quand même difficile à exécuter, compliqué à exécuter. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire ce qui est facile en fait. Donc voilà. En foot, je parle. Oui, bien sûr. Bon, Leicester, en tout cas, c'était déjà presque une surprise de voir Brendan Rodgers encore à la tête de cette équipe après un début de saison raté, mais il y est toujours et ça va beaucoup mieux. Par contre, il y a une équipe qui fait un petit peu le chemin inverse, c'est West Ham. Qualification européenne sur les 2 dernières saisons. Ils ont d'ailleurs gagné leur groupe en Conference League devant Anderlecht. Dans le championnat, c'est beaucoup plus compliqué. 16e avec 14 points. Et Christian, là, ça fait quand même longtemps qu'on suit cette équipe de West Ham. Vous avez remarqué une dégradation étonnante dans ce qui était auparavant, finalement, le point fort offensif de cette équipe. Vous vous souvenez, Serge, il y a 2 saisons, on a pris un plaisir incroyable à regarder cette équipe de West Ham évoluer. Donc, c'était l'époque où Moyes a eu le Covid et il avait été remplacé par son adjoint. Ils ont commencé à enchaîner des magnifiques performances. Et justement, c'était sur ce jeu posé, ce passage par les flancs, c'est un peu quelque chose de traditionnel. Et regardez bien, c'est 2020-2021. Je crois que c'était 42 buts de plein jeu, 26 buts sur centre. Et vous voyez les zones d'origine, d'où venaient ces centres avec Antonio qui était souvent à la réception, avec une équipe qui était très forte de la tête, très forte au cordeau, avec Bowen, avec Cresswell qui donnait des ballons magnifiques. Et puis, même équipe, même coach, renforcé avec des joueurs comme Scamacca, enfin pas la saison passée, mais Scamacca cette saison, on passe à la saison suivante 21-22. On passe de 26 buts sur centre à 14. On voit que ça diminue déjà, mais c'est encore très honorable comme performance dans ce domaine. Et puis, on arrive à la performance de cette saison. Et là, je vous laisse découvrir l'infographie. Et là, patatras. Ça fait beaucoup de zéros quand même. Mais vous avez oublié de remplir les chiffres. Ça fait c'est comme en préparation, Serge 0 plus 0 égale la tête à Antonio. Mais c'est vraiment ça. C'est 0, 0, 0. Ces chiffres-là, ce que vous voyez là après 14 ou 15 jours, ça j'ai jamais vu en 12 ans de vision du jeu, dans toutes les catégories, dans toutes les ligues, qu'elles soient les ligues moyennes, des petites ligues ou des grandes ligues, 0 but sur centre. Je sais pas. Sincèrement, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte du travail de l'entraîneur? Je sais pas, Jean-François, mais vous êtes entraîneur, vous savez bien, dans le travail, il y a un modèle, il y a un conditionnement, il y a quelque chose qui est travaillé régulièrement à l'entraînement. Quand avec les mêmes joueurs, avec la même conception, avec le même staff technique, on passe de 26 buts sur centre à 0, il y a un problème, on est d'accord. Ah oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Fin de cycle. 5 derniers matchs, c'est 4 défaites. Donc là, vous utilisez le terme fin de cycle. Mais vous savez quoi, je vous dirais même que ça avait commencé déjà fin de saison dernière, la fin du cycle. Parce qu'il y avait déjà des signes. Et moi, ce qui me dérange quand je vois ce que Christian nous montre maintenant, c'est que quand vous perdez cette force-là, cette qualité-là, alors que vous avez un joueur de pénétration comme Sosek, qu'on a tous admiré dans son jeu de tête, dans sa pénétration de la deuxième ligne, moi je suis triste. Je disais au début de saison, ils ont réussi une chose incroyable, c'est de garder Declan Rice et Sosek. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation... Même Bowen aussi, par exemple. Bowen aussi. Dans cette situation un peu pathétique. Mais sur les 11 derniers matchs de la saison dernière, c'était déjà 6 défaites. Donc là, je mettrais en cause aussi le board du club qui ne s'est pas rendu compte de ce qui était en train de se produire. Il y a eu des nouveaux joueurs, il y a Scamacca qui est arrivé notamment. Si les clubs aujourd'hui, et je ne sais pas ce qui se passe dans le club. Mais Paqueta, gros transfert aussi. D'accord, mais si je regarde ce que Christian vient de nous montrer, je pense qu'une direction doit être au courant de ça et ne doit pas laisser les choses se dilater à ce point-là dans un domaine du jeu dans lequel une équipe est aussi performante. Christian, un dernier mot sur West Ham avant de terminer.
Oui, et vous vous souvenez en plus de la qualité de frappe, la qualité d'assist de Cresswell, de Bowen et tout ça qui donnait aussi des buts, énormément de buts sur phase arrêtée. Là aussi, il n'y a que 3 buts sur phase arrêtée, donc en plus du centre, en plus de la phase arrêtée qui ne fonctionne pas, et on prend Scamacca, et j'invite les gens à aller regarder sur les différentes plateformes quelles sont les qualités de but qu'il marquait avec Sassuolo. C'est quelqu'un qui jouait dans la profondeur, qui jouait dans le jeu rapide et qui marquait sur des frappes hors rectangle pour quelqu'un qui a 1m95. Aujourd'hui, il n'avait absolument pas la qualité pour pouvoir s'imposer dans une équipe qui passe par les flancs. Donc, est-ce un problème de recrutement? Est-ce un problème général de mise en place? Est-ce que l'entraîneur veut changer quelque chose parce qu'il a décidé peut-être de privilégier une alternative? Ou est-ce que l'entraîneur sait ce qui se passe, tout simplement, Christian? Est-ce que l'entraîneur sait ce qui se passe? La question, c'est est-ce que l'entraîneur sait ce qui est en train de se passer? Je ne pense pas. Il sait qu'il a 4 victoires et 9 défaites en 15 matchs. Donc, de toute façon, il est mal. Oui, mais au vu de ce que Christian vient de nous montrer, je pense qu'il n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer dans son équipe. C'est pas possible. Oui. Mais Jean-François, comment passe-t-on en fait alors d'un système où on passait par les flancs, où on fait venir Lingard à la trêve et qui commence à marquer sur le jeu dominant rapide, sur le jeu, les reconversions rapides des face-à-face. Donc on est très complet, on est complet dans tous les domaines et on passe tout à fait à l'extrême avec les mêmes joueurs. Moi j'ai la réponse. J'ai une réponse. Faut le virer. Non, j'ai une réponse simple. On le sait, il fait amplement partie du système. Cet entraîneur-là, et vous changez simplement quelques joueurs parce que vous êtes lié avec quelques managers et vous changez l'ADN de votre équipe. Et ce n'est même pas un problème, puisque de toute façon, personnellement, vous sortez gagnant du phénomène. Ce n'est pas un problème. C'est un pur produit du système. C'est de l'extra sportif, là. Et c'est là que la direction a un rôle évidemment joué. Quand votre coach vous dit, écoutez, on a marqué 26 buts de cette façon-là, mais maintenant je vais changer, je vais prendre 3 autres joueurs, on va jouer autrement. Mais je ne pense pas qu'il dit on va changer. Je pense que tous les événements s'imposent à lui. C'est ça le problème, en fait. C'est pas lui qui, à un moment donné, a décidé de changer la structure de son jeu offensif. On est parti en plein débat. Ouais, on va terminer avec un club où il y a un agent qui a aussi beaucoup d'influence, c'est Wolverhampton. Là, c'est vraiment le dernier de la classe, 20e avec 10 points. Mais seulement, et ça c'est incroyable, parce qu'il y a le 0 pointé de centre à West Ham, mais là on a une équipe qui a marqué 8 buts en 15 journées, et c'est Wolverhampton. Ben, vous savez quoi? Il y a un tableau avec un 0 encore. On va demander à Christian de le faire découvrir alors. Moi, je suis très content de ce qui se passe à Wolverhampton parce que ça met en exergue notre timeline et les explications par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est le passage de cet aspect défensif à cet aspect offensif. Et donc, l'aspect offensif, il est inexistant. Si on se posait des questions sur Chelsea, on ne sait pas aujourd'hui quel est l'aspect offensif de Wolverhampton depuis plusieurs saisons. Et il y a un joueur qui incarne ça puisqu'il devait venir avec l'idée de pouvoir marquer ses buts au-delà de Jiménez. C'est Diego Costa et il est à 0 et voilà, lui aussi c'est 0 plus 0 égale Diego et donc voilà, donc c'est tout droit direction Championship et à moins que le mercato il va falloir se battre pour revenir. Il y en a qui sont moins contents, sont les supporters Wolverhampton parce qu'ils ne voient pas grand-chose cette saison. Mais les supporters, vous savez, ils subissent souvent les oui, ça c'est sûr. Ils n'ont pas trop le choix. Ils sont juste là Serge, pour acheter leur abonnement et consommer au stade, et puis pour le reste, ils n'ont pas grand-chose à dire. Serge, oui. Vous vous souvenez, on avait mis un tableau la saison passée où on avait mis tous les résultats de Wolverhampton quand ils perdaient et quand ils gagnaient. Et on avait vu que sur l'ensemble, je crois qu'il y avait une quinzaine de matchs, il n'y avait vraiment pas beaucoup de moments où on vibrait dans un match de Wolverhampton où il y avait des buts marqués et encaissés. Donc c'était vraiment très pauvre. Et voilà, c'est comme vous dites. Georges Mendes a enclenché le plan sauvetage avec Julen Lopetegui, qui est quand même un manager de nom, un super manager qui a gagné quand même des trophées, qui est passé par le Real Madrid, pas longtemps, mais bon. Faut lui souhaiter le meilleur. Les supporters sont contents quand vous avez 11 Portugais dans le noyau et que vous gagnez. 11 Portugais dans le noyau, ou 13, et vous ne gagnez plus un match, là, les supporters vont commencer à compter. Oui, effectivement. Donc, oui. La conclusion, Christian. Oui, Lopetegui, j'invite les gens à aller regarder quand il avait les résultats avec Séville. Vous verrez qu'il y a beaucoup de 1-0. Ah, c'est peut-être ça, alors, le lien entre Lopetegui et Wolverhampton. Ouais. Et moi, j'invite juste les gens à se concentrer sur les infographies que Christian nous propose et d'observer qu'il y a parfois à côté, vous savez... la QR code.
et qu'il faut aller chercher d'autres informations sur ce QR code. Vous pouvez nous expliquer comment Non, on va peut-être pas le faire maintenant. Et puis vous scannez, et puis voilà. Mais non, simplement pour ressouligner. Oui, il y a des infos supplémentaires. Il y a d'autres infos à aller chercher. Est-ce qu'on a fini? Parce que j'ai encore un truc à dire. Est-ce qu'on a fini? Le mot de la fin, c'est pour vous, Bruno. Non, on peut pas clôturer cette émission sans un immense coup de cœur. Trossard, s'il vous plaît. Oui. 94% de temps de jeu, 7 buts et 2 assists. Il a été notre homme du week-end, souvent avec des buts splendides. On ne peut pas faire cette émission sans dire Trossard soit titulaire au prochain. Vous pouvez terminer avec votre coup de cœur, bien sûr. Voilà, Trossard. Soit titulaire ou ça Non, là-bas. À la Coupe du Qatar du monde. Oui. Bon, allez, on en reparle dans 2 mois. Ben voilà, dans 2 mois, c'est la période. Il y a De Bruyne, il y a Trossard. Chapeau aussi à nos petits Mangala et. Thielemann, qui a marqué quelques beaux buts aussi. Roméo Lavia, 40% de temps de jeu, c'est Votre phase. Et Onana. On en a parlé. Et Onana, on n'a pas parlé d'Onana. Il a plus de 70% de temps de jeu. On aurait dû faire une émission de 2 heures pour parler de tous ces joueurs-là. On n'oublie pas qu'il y a des Belges. Non, bien sûr, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, on les retrouve aussi tous les lundis dans le DO, dans l'Europe des 11. Ouais. Voilà. Bon, voilà, c'est le début de la fin de la trêve, en tout cas. 26 décembre, on est là. 26 décembre, on est de retour avec le PL Club. Ce sera un tout petit peu plus tard. On vous souhaite une excellente Coupe du Qatar du monde à toutes et à tous, pour ceux qui la regardent en tout cas. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas les réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez nous retrouver. Et on va se quitter avec quand même le joueur du mois. On en a un petit peu parlé aussi. C'est Miguel Almiron, qui ne marquait pas un but avant, ou presque pas, et qui là maintenant marque comme il respire. En tout cas, il fait partie de ces joueurs qui permettent à Newcastle de faire une super saison. Merci Bruno. Merci Jean-François. Bruno, Jean-François, faut pas se tromper. Merci Christian. Et à très bientôt. Merci à vous, messieurs. Ciao, ciao. Build up from Newcastle. Dimaris. Almiron makes the run. Oh, my goodness gracious me! That was sensational! Even he can't believe it. Little clip over the top. You think, what's he going to do? And he's took it on the outside of his left foot as it's come over. What a technique this is. Look at that. Just dream of something like that. Almiron. Do no wrong. Ball is cut across. Almiron. A fantastic 4 for Newcastle United. Almiron showing his skill and showing his strength. Chance here. This could seal it. Well, he's added goals to the flair, the excitement, and 12 months on from the takeover. Joe Linton to set it. Almiron will shoot! St James's Park in full voice. Also going forward, they've got something about them here. Here's Almiron, brushing his way past Longley, and what a finish for 2-0! 5 goals in 5 games for the Paraguayan, and Tottenham are in trouble.